C'est quoi les violences sexuelles sur les enfants? La violence, c'est d'utiliser la force ou l'intimidation pour faire du mal à quelqu'un. Les violences sexuelles concernent les parties intimes du corps. Selon la Convention internationale du droit des enfants, tous les enfants doivent être protégés des violences. Pourtant, ce sont eux les premières victimes de la violence sexuelle. En général, l'agresseur est un adulte, mais il arrive que ce soit un enfant. Le plus souvent, sa victime le connaît. Il peut même faire partie de sa famille. L'agresseur manipule alors sa victime en lui faisant croire que tout est normal. Il faut rire et ne rien dire. Comment faire pour arrêter ça? Que tu sois victime ou témoin, confie-toi à un adulte de confiance. Et n'oublie pas, personne n'a le droit de te demander de garder un secret, même quelqu'un que tu aimes bien. Quelle que soit la situation, c'est toujours l'agresseur le fautif et c'est puni par la loi. Témoigner, même après, c'est permettre aux autres de t'aider. Les violences sexuelles, lutte contre l'impunité, qui est notre thème du jour. Et nous recevons pour vous Madame Nsinga Abia Flore, substitut du procureur de la République près le tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Universitia. Madame la procureure ou Madame les procureurs, ça s'est dit? Oui, ça se dit. Bienvenue sur Universitia. Merci. Nous parlerons aujourd'hui de notre thème du jour, c'est les violences sexuelles, lutte contre l'impunité. Comment comprenez-vous les thèmes avant d'aborder le fond du sujet? Violence sexuelle, sur le plan juridique, n'est pas une infraction en soi. C'est l'ensemble d'actes qui sont contraires à la loi et ont à caractère sexuel contre les femmes tout comme les hommes et même les animaux qui sont réprimés par la loi. Et d'ailleurs, ce terme violence, tous ces actes ou toutes ces infractions sont prévus dans le code pénal livre 2, le code pénal congolais livre 2, en son article 170. Il énumère toutes les catégories d'actes qui sont caractérisés, qui sont reprimés comme étant des violences sexuelles, que ce soit à l'égard des humains, tout comme à l'égard des animaux. Alors, quels sont les instruments juridiques internationaux qui ont pris en compte les droits des femmes contre les violences sexuelles? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que la RDC d'ailleurs a ratifié. Oui, a signé. Oui, il y a le protocole de Maputo, par exemple, qui autorise, qui donne le droit à la femme de disposer de son corps. Qui donne le droit à la femme de disposer de son corps dans le cadre des violences comme du genre le viol. Et si il arrivait que la femme qui a été victime de viol, il lui arrivait de tomber enceinte par exemple, le protocole de Maputo lui donne le droit, nonobstant le code pénal qui interdit l'avortement par exemple, mais le protocole de Maputo donne à cette femme le droit à l'avortement pour des grossesses qui arrivent dans le cadre de violences sexuelles. Et il n'y a pas que ça, nous avons le traité de Rome, il y a plusieurs autres actes juridiques que la RDC a ratifiés et qui, enfin, à la base, les gens peuvent croire que c'est contraire à notre code pénal qui interdit certaines pratiques comme l'avortement, mais ces autres actes internationaux donnent à la femme le droit de pouvoir disposer de son corps et interdit justement que ce soit la traite des humains, que ce soit les violences à caractère sexuel. Alors, en cas d'avortement, nous allons nous baser sur le code pénal ou sur la loi de Maputo? Ah, il faut circonscrire cet avortement est dû par le fait de quoi? Si c'est un avortement dû au fait des violences, par exemple dans les zones en guerre, où il y a des grossesses forcées, cette femme peut se faire... C'est ainsi que le protocole parle d'un avortement assisté.
Un avortement qui est fait en dehors du cadre médical devient un avortement, devient criminel, devient un acte criminel. Mais un avortement qui est fait dans le cadre du protocole, étant assisté, est un acte justifié. Alors pourquoi les instruments juridiques internationaux ont pris en compte tardivement les droits de femmes contre les violences sexuelles? Tardivement, je ne pense pas, parce que les instruments internationaux existent depuis 1940, 1946, 1930, 1935. Cependant, chaque État ratifie ces instruments internationaux conformément aux lois internes et aux dispositions internes aussi, à l'évolution de la législation interne. Et c'est ainsi que chaque pays, progressivement, est en train de ratifier ces lois cadres, ces instruments juridiques internationaux à leurs lois internes. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait dire sur le tard, mais plutôt l'opportunité. On parlerait plutôt d'opportunité. Une fois qu'un État qui adhère ratifie tous ces instruments juridiques, un État qui adhère à un organisme, qui estime qu'il devrait ratifier, qui ratifie les lois imposées par cet organisme, devra adapter ses lois par rapport à cet organisme. Donc on ne devrait pas dire sur le tard, mais c'est par rapport à l'opportunité, je pense. Et l'État doit les appliquer normalement. En effet, effectivement. Un État qui ratifie une loi doit nécessairement l'appliquer, ça rentre dans son arsenal juridique. En tant que procureur, que faire pour mieux assurer la protection des femmes et des enfants victimes de violences et qu'elles connaissent leurs droits afin de mieux les dénoncer? Oui, cette question, je pense qu'elle est à deux volets, parce qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a le niveau d'abord de responsabilité de la victime elle-même. Elle doit être suffisamment informée. À travers des sensibilisations? Tout à fait, à travers des sensibilisations qui sont de la responsabilité de l'État. Ouais. Comme telles que des ONG également? Des ONG également, et tous ces ONG ne peuvent que agir sous la couverture étatique, sous la couverture gouvernementale. Donc il y a cette question, vraiment je la prends plus à deux volets. Donc il y a le volet responsabilité de la victime et responsabilité de l'État. Donc l'État doit pouvoir vulgariser suffisamment. L'État doit pouvoir suffisamment parler des droits et des devoirs des enfants et des femmes. Et la femme, la victime elle-même de son côté doit pouvoir être dans un environnement propice à sa guérison déjà, et la prise en charge médicale. Et il y a pas mal de victimes ont peur de dénoncer certaines violences qu'elles subissent à cause du regard. Oui, et des Du représailles regard, effectivement, des représailles de la société et du regard des autres. Alors ils se disent, si je dénonce, je serai sujet à la moquerie, et du coup, elles se retractent. Et pourtant, notre société devrait comprendre que les violences sont une situation psychologique qui doit être aussi traitée. Parce que en dehors de la maladie, des atteintes physiques, il y a aussi le côté psychologique dont on parle pas toujours, pardon. Et la victime, au-delà d'être prise en charge médicalement, doit aussi être prise en charge psychologiquement et aussi être accompagnée, que ce soit par son entourage, tout comme par le gouvernement. Voilà, alors d'où proviennent les causes des discriminations des filles face à l'éducation? C'est le manque d'information, à mon avis. Je pense que c'est vraiment le manque d'information, parce que l'État congolais a rendu la scolarité gratuite. C'est pour donner la chance à toutes les personnes, que ce soit le genre féminin ou le genre masculin,
Donc, à ce niveau-ci de responsabilité de l'État, l'État a fait sa part, qui est de pouvoir scolariser tous les enfants, que ce soit femmes ou garçons ou filles, et de donner la chance à égalité à tous les enfants, que ce soit garçons ou filles. Pensez-vous qu'il y a des obstacles face à cette éducation des filles? Oui, je pense qu'il y a des obstacles tels que la coutume. Oui. La coutume, parce que nous voyons dans certaines familles, dans certaines coutumes, il y a certaines coutumes qui donnent la valeur plus aux garçons, qui disent que la femme se mariera, ira dans l'autre famille, dans un foyer, et donc celui qui restera pour agrandir le clan, c'est le garçon. Et donc ces familles se concentrent plus sur les garçons que sur les femmes, que sur les filles. Et même lorsque la jeune fille grandit, vous pouvez faire un constat. Dans la famille, vous voyez, la fille et le garçon grandissent, mais ils sont tous pas éduqués de la même manière, dans pas mal de familles encore. La jeune fille, quand elle grandit, déjà à 8-9 ans, on lui dit tu dois apprendre à faire ton lit, tu dois apprendre à faire la vaisselle, et pourtant au garçon, on ne le dit pas toujours. Le garçon, on lui dit qu'il doit étudier parce qu'il est le pilier de la famille. Vous voyez? Et donc, ces deux enfants, dans certaines coutumes, on ne leur accorde pas la même chance. Il n'y a pas l'égalité de chance. D'autant plus que ces familles se disent que la fille se mariera, elle partira, et le garçon, il doit rester, et donc il doit le former pour pouvoir élargir le clan. Et ça, c'est un manque d'information et je ne veux pas dire de responsabilité, mais c'est vraiment un manque d'information. Oui, et des responsabilités des parents, bien sûr. Bien sûr. Injustice en continu, nous sommes en train de parler de violence sexuelle, lutte contre l'impunité, avec comme invité Madame Singa Abia Flore, substitut du procureur de la République près le tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo. Quand pouvons-nous parler de la violence sexuelle? Quels sont ces éléments constitutifs? Est-ce que la loi les prévoit? Comme j'avais dit d'entrée de jeu, la violence sexuelle n'est pas une infraction en soi. Or, pour parler d'éléments constitutifs, il faudrait qu'il y ait une infraction. Et donc, nous sortirons peut-être de ce lot de violences sexuelles qui est un ensemble d'actes reprimés par la loi. Par exemple, l'infraction de viol. Dans le cadre de l'infraction de viol, les éléments constitutifs, l'élément le plus fort, c'est l'absence du consentement. Et c'est ça encore, c'est à deux volets. Parce qu'il se peut qu'il y ait consentement, mais lorsque c'est un mineur, la minorité d'âge est déjà un des éléments constitutifs de la prévention du viol. Et lorsque c'est un adulte, nous parlerons de l'absence du consentement. Et il y a aussi quand bien même que les mineurs donnaient son consentement. Oui, quand bien même le mineur donnerait son consentement, la minorité est déjà un des éléments constitutifs qui fait asseoir la prévention de viol. Et il y a aussi, d'ailleurs, la loi a vraiment évolué parce qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait intromission. Il fallait qu'il y ait contact des deux appareils pour que l'on parle de viol. Mais depuis il y a quelques années, la loi a évolué et la loi parle même des attouchements. Même les attouchements deviennent des actes de violence. Et même superficiellement, les attouchements superficiels deviennent des actes de violence. Donc il y a l'absence du consentement et aussi les attouchements qui peuvent être des éléments constitutifs dans le cadre de l'infraction de viol, qui rentrent dans les actes des violences sexuelles. Est-ce qu'on peut parler du viol dans un couple? Mais bien sûr. Nous avons parlé de l'absence du consentement. Dans un couple, il y a un homme et une femme. Si la femme n'est pas consentante et qu'elle a été forcée, prise de force, on parlerait de viol. Tout comme l'homme, le viol ne concerne pas que les femmes, hein. Ça concerne aussi les hommes. Donc, il suffit qu'il y ait l'absence de consentement et que le consentement ait été
pris par force ou par contrainte, il y a le viol. Effectivement. Qu'est-ce qu'une mutilation génitale féminine et comment se fait l'excision et l'infibulation? L'excision. L'excision, je pense que c'est un terme purement culturel et qui n'est pas vraiment, rentre vraiment pas dans le cadre des infractions pénales, mais je pense qu'il va plus dans le sens des mutilations. Là, peut-être on parlerait d'une infraction. Mais il y a certaines cultures qui pratiquent l'excision, chose que la culture congolaise n'admet pas. Ni la loi ne l'autorise, ni la culture congolaise. Non, je ne pense pas qu'il y ait des cultures au Congo qui autorisent l'excision. Donc la loi ne les prévoit pas. Non, la loi prévoit plutôt la mutilation Qu'est-ce que la c'est? mutilation. La mutilation, c'est lorsque des pièces, un corps, lorsque l'on retire un membrane ou l'amputation. On pourrait parler de l'amputation. Lorsque l'on ampute quelqu'un d'un de ses membres, là, ça devient une infraction. Pourquoi cette pratique sont imposées sur des fillettes les plus jeunes? Est-ce que la loi est muette sur cette infraction? C'est une infraction, bien sûr. L'excision? La mutilation génitale. Non, la mutilation génitale, la mutilation déjà à la base, c'est une infraction. On ne peut pas mutiler, priver quelqu'un d'un de ses organes. C'est une infraction prévue par le Code pénal congolais, livre 2. Et dans les cultures congolaises, je ne pense pas qu'il est prévu une mutilation des organes. Je pense dans d'autres cultures, oui. D'ailleurs, avec l'évolution de la société, il y a maintenant, ce sont des pratiques qui sont prohibées même dans ces pays qui les pratiquent. Quelles sont les différentes formes des violences, Comment les expliquerez-vous? Voilà, nous avons plusieurs sortes de violences qui sont réprimées par la loi congolaise. Nous avons d'abord le viol, qui est réprimé par la loi congolaise. Nous avons le proxénétisme, qui est assimilé aux violences sexuelles. Nous avons le harcèlement sexuel, qui est aussi assimilé aux violences sexuelles. Nous avons la prostitution forcée, qui est aussi assimilée aux violences sexuelles, le mariage forcé, la mutilation sexuelle, la zoophilie, les grossesses forcées, la stérilisation forcée. Tout ça, ce sont des sortes de violences qui sont réprimées par le Code pénal congolais. Pourrez-vous nous les expliquer? Oui, bien sûr. La zoophilie, par exemple, c'est lorsque un humain a des relations avec un animal. C'est une infraction. C'est une infraction. La grossesse forcée, c'est généralement dans le cadre de crimes contre l'humanité, qui lorsque une ethnie veut éliminer une autre ethnie, ils viennent engrosser de force cette ethnie pour la réduire afin de puisse surpeupler son ethnie à elle. Et nous avons le mariage forcé, nous comprenons le mariage forcé qui n'est pas un mariage de choix, dont les deux partenaires ne se sont pas choisis librement. C'est que les familles font le choix à leur place et les poussent à se marier. Nous avons le harcèlement sexuel qui est le fait d'inciter une personne à commettre un acte sexuel avec vous de force ça c'est plus de façon à caractère psychologique et moral. Donc vous poussez cette personne à se soumettre à votre demande. Nous avons la prostitution forcée dans le cadre du proxénétisme, les personnes qui forcent d'autres personnes à aller à commettre des actes en échange d'argent pour son propre bénéfice, pour son propre compte. Et ça, ce sont des choses qui sont aussi interdites. Je pense qu'il y en a plusieurs et on pourrait limiter par là. La loi, le code pénal est très exhaustif quant à ce. Alors, qu'est-ce qu'une violence conjugale?
Quand même que vous n'êtes pas allé au fond de la question, qu'est-ce qu'une violence conjugale et qu'est-ce que peut bien influencer cette violence, selon vous? Les violences conjugales sont de plusieurs formes, de plusieurs genres, de plusieurs natures. Nous avons les coups et blessures, qui sont une sorte de violence conjugale. Ce sont des violences qui sont connues, qui sont perpétrées dans le mariage. C'est ce qu'on peut appeler violence conjugale. Les coups et blessures, les viols et tout ce qui va avec. Donc, et les causes, moi je pense que c'est un manque de dialogue parce que chaque couple évolue à sa façon. Il n'y a pas des ABC du mariage. Chaque couple évolue de sa façon. C'est comme ça qu'il faut plutôt bien se marier. Avoir un partenaire qui nous convient, qui nous convienne et que le couple puisse être compatible afin de pouvoir être tous deux au même diapason, à la même réflexion et préconiser plus le dialogue pour éviter que les violences n'arrivent. Mais est-ce que la femme peut porter plainte contre son mari pour En violence? en effet, la femme peut porter plainte contre son mari, mais une chose est vraie, c'est que dans notre communauté, dans nos communautés africaines, ce sont des situations qui sont très mal prises. Une femme qui vient porter plainte contre son mari ouvre la porte à un divorce. Parce que c'est un couple qui généralement, lorsqu'elle n'est pas accompagnée après, peut aboutir au divorce. Tout comme l'homme qui porte plainte contre sa femme. Ce sont des situations qui peuvent emmener au divorce. Oui, dans notre société Mais africaine. vous, en tant que femme, vous encouragez les divorces? Vous encouragez que la femme vienne porter plainte par devant vous? Dans le cadre judiciaire, je pense que tout le monde peut rester en justice du moment qu'elle a la qualité, la capacité et l'intérêt. Donc, ce sont les conditions pour rester en justice. Et généralement, ce que nous faisons au parquet, lorsque ce sont des conflits qui engagent un couple, le parquet n'est pas que répressif. Le parquet aussi exerce une forme de thérapie afin de pouvoir réconcilier un couple qui vient par devant elle, qui vient par devant lui, pardon. Et ce genre de cas, nous aboutissons au tribunal, par exemple, lorsque les faits sont graves et qu'il y a atteinte à la vie humaine. Oui, le parquet peut continuer l'instruction jusqu'à aboutir à un procès. Mais dans le cadre des faits qui peuvent être traités et gérés à notre niveau, nous usons aussi de notre casquette de psychologue en quelque sorte afin de pouvoir mettre les personnes ensemble parce que le parquet est là lorsque l'ordre public est troublé. Et entre un homme et une femme, ce n'est pas que des personnes indifférentes, c'est un couple qui constitue même la cellule de base de la nation qui est le foyer, qui est le mariage. Et donc, nous faisons de notre mieux pour d'abord trouver des solutions thérapeutiques à notre niveau. Que peut faire le parquet pour abolir, pour mettre fin à un mariage forcé? Un mariage forcé, il y a des conditions pour qu'un mariage soit nul. Et tout ce que la personne peut faire, une fois qu'un mariage est célébré et que la personne vient dénoncer qu'elle a été mariée de force, elle va vers le tribunal de paix. C'est le tribunal de paix qui a le pouvoir d'annuler un mariage qui a été, un mariage qui a été un mariage forcé, une personne qui n'a pas donné son consentement, son libre consentement, et qu'elle a été poussée à se marier à quelqu'un à une personne qui n'est pas de son choix, elle peut aller devant le tribunal de paix afin d'annuler carrément ce mariage-là. Oui, là on parle de nullité parce qu'il y a eu il n'y a pas eu son consentement explicite. Oui. Oui, madame le procureur, quelle est la différence entre les sororats et les lévirats? Est-ce que ce sont des violences également? Oui, ce sont des violences
Et également parce que l'un est le fait qu'une femme soit forcée à épouser le frère de son mari décédé. Et l'autre est le fait qu'un homme puisse être forcé à épouser la femme de son frère décédé. Et ça rentre dans le cadre de la violence parce que le mariage doit être fait par choix et non pas par force. Et une fois qu'il n'y a pas consentement, ce n'est plus un mariage par choix, ça devient une violence, en effet. Alors, comment la loi protège l'exclusion forcée de veuves et de leurs enfants, les enfants de la belle famille? Comment la loi les protège? Je pense que ça, c'est un manque d'information parce que la loi, en matière de succession, la loi n'est pas muette. Il y a le code des successions qui existe en RDC qui donne droit à la femme veuve et aux enfants orphelins. Une fois qu'il y a eu un mariage enregistré devant l'officier de l'état civil, la loi protège ce mariage en cas de décès d'un des conjoints. Il faudrait qu'il y ait d'abord un conseil de famille, constater qu'il y a eu mariage, qu'il y ait un PV de conseil de famille qui énumère les héritiers du découyus et la femme, enfin le conjoint survivant fait partie des héritiers de la personne décédée du découyus, que ce soit le conjoint survivant qui et ses enfants et sa famille. Donc si bien sûr il n'y a pas de testament, c'est la loi qui s'impose. Et la loi veut que lorsqu'il y a eu un mariage régulièrement enregistré, que la femme puisse bénéficier de sa quote-part. Tout dépend de comment est-ce que votre mariage a été enregistré. Il y a le régime de communauté de biens, de communauté universelle de biens, et dans le cadre de ce régime de communauté universelle des biens, en cas de décès, les biens sont d'abord répertoriés et ensuite sont divisés par deux. Et une part revient au conjoint survivant et l'autre part revient aux héritiers du découyus. Je pense que c'est un manque c'est par manque d'information et même parfois c'est par peur. Certaines familles ont juste peur que nous dans notre famille il y a des sorciers. Si on s'oppose à la famille de papa ou de maman, on sera ensorcelé. Et pourtant la loi a tout prévu. Le code de la famille, le code de succession est clair là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de... En tout cas, la loi ne se tait pas de ce qui est de la succession. Bon, on peut dire également que les mariages enregistrés protègent la femme. En effet, tout dépend. Le mariage enregistré protège la famille, oui, protège la femme, tout comme l'homme, hein, parce que la femme peut décéder et l'homme qui est le conjoint survivant bénéficie de ces dispositions de la loi, oui. Quelle différence existe-t-il entre l'esclavage sexuel et la prostitution forcée? Ok. L'esclavage sexuel, c'est comme le mot le dit, c'est la retention d'une personne afin de l'utiliser comme un objet sexuel. La prostitution forcée, c'est que vous forcez une personne à vendre son corps pour de l'argent au bénéfice de quelqu'un d'autre. Oui, ce sont là ce sont là les différences que je peux énumérer dans le cadre de ces deux infractions. S'agissant des violences et agressions à l'égard des détenues femmes, comment les protéger face à ces violences? Je pense que ce n'est pas parce qu'une personne est incarcérée qu'elle ne devrait plus respecter la loi. La loi, où que nous soyons, nous la respectons. Et il y a une loi pénitentiaire qui définit l'organisation même de la détention, de la prison. Et les violences dans les milieux carcéraux sont tout aussi interdites parce que la Constitution interdit toute forme de violence. Donc, aucune personne ne peut être sujet à violence, qu'elle soit objet de violence, qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle soit en liberté ou
en détention. Comment protéger nos enfants face aux exploitations sexuelles, commerciales? Comment les protéger? Bon, par rapport aux enfants, les familles, certes, ont une responsabilité. Et d'ailleurs, pour les enfants, c'est une succession de responsabilités à plusieurs niveaux. L'enfant, quand il est à la maison, il est sous la responsabilité de ses parents. Oui. Une fois qu'il quitte la maison, le parent qui le dépose à l'école, parce que quand on parle de l'enfant, on voit un enfant, c'est un humain, une personne qui a entre 0 et 18 ans. Et donc, lorsque l'enfant quitte la maison, il arrive à l'école, il est sous la responsabilité de l'école. Et donc, à chaque niveau de responsabilité, le responsable à qui l'enfant a été confié ou est confié doit faire de son mieux afin de pouvoir sécuriser l'enfant dans le milieu où il se retrouve. Le parent a sa part de responsabilité, tout comme l'école, oui, en effet. Y a-t-il des conséquences morales et physiques pour cet enfant? Qui subit des violences? Oui, bien sûr. Oui, en effet, les violences ne sont pas sans conséquences. Les violences ne sont pas sans conséquences. C'est comme ça que plus haut, nous avons parlé de la prise en charge psychologique. Il faut toujours considérer la prise en charge psychologique parce qu'un enfant qui a été maltraité devient un adulte qui devient un adulte avec des séquelles, un adulte à problème, un adulte problématique. Et donc, à chaque niveau de responsabilité, que ce soit les parents, que ce soit l'école, doit pouvoir mettre l'enfant dans un cadre propice à sa bonne croissance, que ce soit psychologique ou physique. Avec les violences qui sévissent dans nos foyers aujourd'hui, les enfants sont également victimes. Les violences entre les deux parents, ça affecte aussi les cerveaux de l'enfant. Effectivement. Le foyer est l'endroit où l'enfant doit être le plus à l'aise et le plus heureux. Et donc, c'est de la responsabilité de chaque parent. Et il y a même la loi portant protection de l'enfant qui prévoit pas mal de dispositions afin que l'enfant, que ce soit avant sa naissance ou lorsque il est né, il a des droits et que la responsabilité des parents lorsque l'enfant est à la maison est requise. Les parents doivent faire de leur nécessaire afin de pouvoir faire du foyer un milieu propice à la bonne croissance de l'enfant. Ça, c'est vraiment de la responsabilité de chaque parent, que ce soit père et mère. Sur ça, quelles sont les actions engagées pour lutter contre les comportements sexuels répréhensibles? Vous, en tant que procureur, substitut du procureur. Les actions engagées, je pense que on nous appelle organe de la loi. Et lorsque nous recevons au parquet des cas de violence sexuelle, nous nous basons de la loi. Nous nous basons de la loi et nous nous référons qu'à la loi. Et lorsque les faits sont établis à l'égard de la personne qui est accusée, on ne va pas par le dos de la cuillère, la personne doit être sanctionnée. Et d'ailleurs, les cas de violence sont les cas où la justice congolaise requiert pour ces cas célérité, exige que ces cas soient traités avec célérité. Donc le parquet, par exemple, a un timing pour pouvoir traiter ces cas et fixer le dossier devant le tribunal compétent, qui dans ce cas, qui est le tribunal de grande instance. Madame la procureure, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé sur notre thème du jour en lingala, s'il vous plaît? Na kati ya makambo etali violence sexuelle, ce que nous, eloko nga nakoki koloba en tant que magistrat du parquet,
soko conscientiser bato nyonso oyo baza ba victime ya ba violence babanga te baya devant les instances judiciaires pona ko se protéger pona ko exiger justice et rendre bango oyo eloko oyo balongoli bango parce que eloko lokola violence eza ko porter atteinte ezo simba bomoto ya mutu. Donc bato oyo baza ba victime ya ba violence, que ce soit en famille ou en communauté ou dans la société, babanga te ba approcher ba instance judiciaire. Généralement bato babanga ka balobaka non atoke kuna bakosala eloko te bakofuta bambongo mutu wana kobima. Or eza na ka ba idée préconçue. Ba idée préconçue, nous avons tozana ba ka ebele ya ba tour baza ba auteur ya ba violence au baza condamné par la loi et par les instances judiciaires. Donc j'appellerai na bato nyonso au baza ba victime ya ba ka ya ba violence ba tika na banda kute ba fanda te parce que violence eza eloko moko o eza ko porter atteinte na dignité ya mutu na personnalité pe na morale na psychologie na ye. Donc baya bakoka ko dénoncer ba makambo wana pour que ensemble tokoka ko mettre fin na ba pratique wana ya ba violence na kati ya communauté na biso. Voilà, c'est ce que je peux dire. Dans babanga justice te baya. Et d'ailleurs, la justice, elle est gratuite, donc les portes des institutions judiciaires sont grandement ouvertes. Merci, Madame le procureur. Comment traduirez-vous l'adage in justitia? In justitia veut simplement dire dans la justice. Merci d'être passé dans in justitia. Merci à vous, Madame. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette émission, je remercie ma hiérarchie directe, qui est le procureur Joseph Kabango Katende, le procureur JKK, que tout le monde connaît plus sous les initiales du procureur JKK, de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir venir dans cette émission afin de pouvoir vulgariser. Parce que lorsque nous abordons ce genre d'émission, il ne faudrait pas toujours venir avec des termes purement juridiques. Parce que ce sont des émissions qui rentrent dans le cadre de la vulgarisation et qui touchent les populations les plus vulnérables qui n'ont pas toujours la compréhension de ces termes juridiques. Alors, ce sont des belles initiatives que nous encourageons. Félicitations à vous pour avoir pris cette initiative afin de pouvoir informer la population qui a vraiment besoin d'informations, qui a soif, je pense aussi, d'informations. Et nous serons toujours disponibles. Merci, Madame le procureur. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de violence sexuelle, lutte contre l'impunité avec Madame Nsinga Abia Flore, substitut du procureur de la République près le tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était In Justitia avec Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.